c'est Thomas Rozek. On n'y prête plus vraiment attention tellement on en a l'habitude, mais nous sommes constamment bombardés de chiffres. Des réseaux sociaux aux chaînes de télé, pas un jour ne passe sans qu'on récolte une grosse poignée d'infos chiffrées, que ce soit le nombre de féminicides depuis le début de l'année, 117 à l'heure où j'enregistre cette intro, ou le nombre de manifestants présents dimanche pour s'opposer à la PMA pour toutes, 600 000 selon les organisateurs, 75 000 selon le cabinet indépendant chargé par plusieurs médias de faire les comptes. Bien souvent, ces chiffres sont aussi des statistiques. Avec le démarrage des débats sur l'immigration au Parlement, on a été servi, les politiques n'aimant rien de plus que de mâcher et remâcher ces chiffres d'un plateau télé à l'autre. Le problème, c'est qu'on s'interroge rarement sur leur provenance, leur pertinence ou même leur genèse. On ne se demande presque jamais par quelle méthode ils ont été trouvés, ni même si finalement on ne devrait pas arrêter d'essayer de les présenter, ces chiffres, comme des valeurs objectives et pas comme des constructions avec toutes les imperfections que ça suppose. Nous, on a eu envie de disséquer quelque peu ces montagnes de stats et ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Bien évidemment, les chiffres qu'on va vous donner sur l'insécurité en France sont déjà ultra sous-estimés. L'actualité économique et sociale avec un bon chiffre du chômage qui tombe à pic pour le gouvernement Villepin. Nous avons des chiffres qui sont absolument incontestables puisqu'ils viennent de l'Observatoire national indépendant de la délinquance. Les derniers chiffres de l'Observatoire national de la délinquance qui montrent que... Qu'est-ce que ça montre ces chiffres de l'Observatoire national de la délinquance ? La délinquance explose. Il y a une explosion de cette délinquance. Les chiffres explosent en matière de délinquance. Une augmentation des actes de délinquance. Ça augmente très fortement. La délinquance explose. La police est aussi dans une situation très compliquée pour faire face à la montée de la délinquance. Pour démarrer, je suis allé faire un tour à l'INED, l'Institut national d'études démographiques, un établissement public spécialisé dans les grandes études justement sur la population française. Là-bas, j'ai discuté avec la sociologue Joanie Caillouette-Ramblière, chargée de recherche à l'INED, et je lui ai demandé tout d'abord comment cette institution choisissait ses sujets d'études. Les sujets de recherche dans une institution comme l'INED, qui est quand même une institution de recherche fondamentale, sont principalement décidés avec les orientations stratégiques de l'Institut, mais aussi les intérêts plus spécifiques des chercheurs qui sont recrutés dans l'institution. Et qui s'inscrivent dans des débats scientifiques qui dépassent très largement l'INED et qui peuvent amener en lien avec des questions de société, en lien avec des demandes étatiques parfois, avec ce qui constitue un problème social à d'autres moments, ou alors ce qui n'en constitue pas et qui du coup peut être un objet de la recherche. Je pense par exemple à l'étude des classes supérieures qui constituent pas forcément un problème social, mais qui sont nécessaires à étudier pour comprendre l'ensemble de la société. Donc il n'y a pas de direction claire de ce que vont être les recherches qui seraient imposées par le haut, et que ça s'inscrit dans des réflexions qui viennent de multiples lieux. Pour mener ces études, il faut, donc vous avez commencé à le dire, déterminer des catégories notamment, des catégories qu'on va étudier, des catégories de population. Ça passe par une certaine codification, c'est-à-dire une organisation, une vue de la société de manière organisée en un tel appartient à telle catégorie, un tel appartient à telle autre, avec certaines qui peuvent se croiser. Comment est-ce qu'elles sont construites, ces catégories, et surtout est-ce qu'elles évoluent avec le temps ? Alors, évidemment, les études se basent toujours sur des catégories, mais c'est pas forcément le point de départ de toutes les études. Non, il y a beaucoup d'études qui sont menées en population générale. Donc, ce qu'on appelle une étude menée en population générale, c'est une étude qui va concerner tout le monde. Alors, souvent uniquement les adultes, pas les enfants, mais tout le monde, c'est-à-dire les hommes, les femmes, les riches, les pauvres, voilà, les personnes qui vivent en ville ou en campagne, sans distinction. Néanmoins, même lorsqu'on travaille en population générale, ce qui est quand même souvent le cas dans une institution comme l'INED, on va mobiliser des catégories pour distinguer les personnes qu'on étudie entre elles. Ces catégories, elles peuvent être de deux types principalement. Il y a les catégories qu'on pourrait dire sociodémographiques traditionnelles, qu'on reprend là des études qui sont faites depuis des décennies. Je pense au sexe, aux classes d'âge, aux classes sociales, voire aux pays de naissance, par exemple, qui peuvent permettre de distinguer les individus entre eux. Et puis, il y a d'autres catégories qui, elles, sont construites de façon ad hoc selon les études, selon les sujets qu'on étudie. Dans ce cas-là, ça dépend de, en fait, ce qui est d'abord observé sur le terrain, soit par des pré-enquêtes qualitatives qui vont nous permettre
découvrir que certaines catégories ont un sens dans le contexte qu'on étudie. Je pense, par exemple, pour étudier les relations de voisinage, qui est un sujet qui m'intéresse, des enquêtes qui ont été menées depuis le début des années 2000 montrent qu'un déterminant très important, c'est l'ancienneté de résidence dans le quartier. Eh bien, de ce fait, l'ancienneté de résidence dans le quartier devient une catégorie qu'on peut mobiliser ensuite dans des enquêtes quantitatives pour déterminer les comportements des personnes, expliquer les comportements des personnes. Après ces catégories, comment est-ce qu'elles sont construites ? Eh bien, il y a des constructions de la même façon que des catégories. Il y a des constructions qui sont davantage traditionnelles, en tout cas, qui vont se baser sur des catégories administratives qui dépassent la statistique publique. Je pense au sexe, par exemple, où on va souvent utiliser le sexe dans l'état civil. Alors, évidemment, il y a des enquêtes, notamment, je pense à l'enquête qui est menée à l'INED Virage, qui va essayer d'aller un petit peu plus loin et demander aux personnes le sexe ou le genre auquel elles s'identifient elles-mêmes. Et pas forcément le sexe tel que déclaré à l'état civil. Alors, c'est pas le cas de toutes les enquêtes. Certaines enquêtes vont reprendre la catégorie dichotomique à partir du sexe de l'état civil. Pour les classes d'âge, de la même façon, il y a des catégories traditionnelles qui se diffusent et s'harmonisent selon les recherches. Néanmoins, en fonction des spécificités de la population qu'on étudie, on va être amené à avoir plus ou moins des catégories plus ou moins larges d'âge. Si on travaille principalement sur les étudiants, bien entendu, la catégorie 18-25 ans est beaucoup trop large pour traiter des étudiants. On va à la limite, regarder chaque année l'une par rapport aux autres. Si on travaille en population générale, encore une fois, les 18-25 ans, déjà, c'est une catégorie finalement relativement restreinte pour étudier l'ensemble des différences dans la population. Vous l'avez dit sur la question sexuelle, il y a notamment il y a différentes catégories de la population qui évoluent, ou en tout cas qui se rendent plus visibles maintenant qu'elles ne l'étaient avant, mais qui souffrent encore d'invisibilisation, justement, qui disparaissent souvent de l'œil du grand public quand on essaie d'avoir une photo générale, voilà, de ce à quoi ressemble la société aujourd'hui. De quelle manière on peut, via des études démographiques comme on peut en faire à l'INED, faire apparaître justement ces catégories? Vous avez commencé à le dire, on peut intégrer par exemple les personnes transgenres ou les personnes qui ne se genrent pas au masculin ou au féminin dans une étude, mais est-ce qu'il y a d'autres outils, d'autres démarches ou même une réflexion qui est en cours ou qui existe pour faire apparaître ces populations-là? Oui, alors c'est le cas par exemple si on prend les classes sociales telles qu'on les approche aujourd'hui dans la société française. Alors l'INSEE a développé depuis 1954 un outil d'analyse des milieux sociaux ou des classes sociales, on l'appellera comme on voudra, en fonction des orientations théoriques des uns et des autres, qui sont les catégories socio-professionnelles, aujourd'hui professions et catégories sociales, les PCS. Ces PCS reflètent l'état de la société au moment où elles ont été constituées. Aujourd'hui, on utilise principalement une nomenclature qui a été stabilisée en 1982. Il y a actuellement une réflexion à laquelle l'INED est associée, qui vise à non pas transformer radicalement ces catégories, puisqu'elles sont toujours extrêmement pertinentes, mais en tout cas à y associer d'autres grilles de lecture des milieux sociaux et notamment des situations professionnelles. Et dans cette réflexion, on a créé une nomenclature qui s'appelle les classes et sous-classes d'emploi, qui permet de rendre visibles des situations qui aujourd'hui sont largement laissées dans l'ombre avec les PCS. C'est notamment le cas des indépendants précaires, ce que certains vont appeler les auto-entrepreneurs, mais ça dépasse largement la question de l'auto-entrepreneuriat. Aujourd'hui, le monde de l'indépendance est largement transformé et est un monde qui est extrêmement hiérarchisé avec des situations extrêmement précaires, des personnes qui sont loin de gagner le SMIC et des personnes qui gagnent extrêmement bien leur vie à l'autre bout de l'échelle. Et une des classes d'emploi qu'on a ainsi créées, divisée en 4 sous-catégories, regroupe l'ensemble des indépendants qui peuvent être ensuite étudiés de façon hiérarchisée entre ceux qui exercent des emplois qui se rattachent plutôt aux employés et aux ouvriers et qui n'ont pas de salariés, ceux qui exercent ce type d'emploi mais avec des salariés, ceux qui exercent plutôt des emplois de type profession intermédiaire qui nécessitent une certaine qualification et ceux qui exercent ensuite des emplois plutôt de profession libérale ou de chef d'entreprise de plus de 10 salariés.
Est-ce que les chercheurs, les gens qui travaillent sur ces études, ont la sensation qu'on a, au fil du temps, construit l'image, je parle de la société qui est celle qui reçoit après, via le filtre médiatique, éventuellement ces études, qu'on a construit l'image de ces études comme étant objective, purement objective, alors qu'il y a forcément, nécessairement, une part de subjectivité, ne serait-ce que parce que ce sont des êtres humains qui les mènent et que ce sont des êtres humains qui sont interrogés. Est-ce que, justement, ce poids de l'objectivité, ce poids de la projection d'objectivité, on va dire, que peuvent recevoir ces études, il est intégré, conscient, du côté des gens qui, comme vous, mènent des études? Alors, c'est effectivement un risque qui est souvent évoqué. C'est ce qu'on appelle un risque de réification du chiffre ou de performativité du résultat, hein, de faire penser que le résultat qu'on va produire va être pensé comme une mesure. Là-dessus, il y a les travaux, par exemple, d'Alain Desrosières, qui est un éminent statisticien de l'INSEE, qui refuse le terme de mesure d'un fait social et qui parle de quantification d'un fait social pour expliquer qu'à chaque fois qu'on produit un chiffre en sciences, que ce soit en sciences sociales ou que ce soit dans d'autres sciences par ailleurs, c'est également le cas, il s'agit de mettre en chiffres quelque chose qui existait auparavant par des mots ou qui existait auparavant sous une autre forme que la forme d'un chiffre. Et cette opération de quantification ne doit jamais être dissimulée. Alors, quand on regarde des publications scientifiques, bien entendu, il y a toujours de longs passages qui expliquent comment les données ont été produites, comment est-ce qu'elles ont ensuite été analysées, et qui ouvrent, bien entendu, sur toutes les limites des résultats proposés. Alors, ces passages sont souvent les premiers qui disparaissent lorsque les chiffres produits par les chercheurs sont retrouvés ou rebalancés dans le débat public. Alors, certes, c'est pour rendre les résultats plus intelligibles, effectivement. Néanmoins, ça fait toujours courir le risque de la réification des chiffres, de faire penser que ce chiffre de 25% des personnes ont des conflits de voisinage dans la dernière année existe en soi et n'est pas le résultat de toute une opération de quantification qui dépend à la fois des populations, des échantillons, des refus de réponse, de la formulation de la question, etc., etc. Quelles autres pistes imaginer pour faire évoluer, bouger les lignes dans la conception de ces données chiffrées qui irriguent tous les jours l'actualité? Pour poursuivre notre réflexion, je suis allé en parler avec Pascale Petit. Elle est maîtresse de conférences en sciences économiques à l'université Paris-Est, spécialiste de la mesure des discriminations. J'ai commencé par revenir avec elle sur cette notion qu'on évoquait avec Joanny Caillouette-Ramblière d'évolution des catégories traditionnelles des études de population qui petit à petit se mettent au diapason de la société. Bah oui, parce que c'est une construction sociale, de toute façon, les catégories, donc ça évolue dans le temps. Donc c'est quelque chose qui est appelé, qui est pas immuable, Donc effectivement, c'est tout à fait susceptible d'évoluer. Et en général, quand on fait une étude statistique, on fait bouger ce genre de lignes pour regarder dans quelle mesure c'est pas trop sensible à des effets de seuil, les résultats qu'on peut mettre en évidence. C'est-à-dire des effets de seuil? C'est-à-dire que si on change très légèrement la définition de la catégorie, eh bien, ça fait complètement changer le résultat. Voilà, donc c'est un travail effectivement qu'on fait régulièrement, mais c'est vrai que dans la même logique, c'est vrai que les médias aiment les très grandes catégories qui sont les mêmes depuis 40 ans. Et par exemple, un phénomène comme les gilets jaunes, c'est très intéressant parce que ça a fait bouger justement toutes les lignes face à leur hétérogénéité de situation, etc. Donc ça conduit justement à venir un petit peu creuser les grandes catégories pour introduire un peu plus de finesse, sans doute. Elles méritent d'être revues, révisées, ces grandes catégories. C'est ce qu'on appelle les PCS, qu'on utilise très souvent dans les études, notamment les études démographiques. Enfin, dans les faits, en général, on n'est pas sur la PCS. Enfin, on regarde au sein des PCS, voilà, par exemple, la catégorie de cadre, c'est quelque chose d'extrêmement hétérogène, avec des dispersions de salaires qui sont fortes, des répartitions hommes-femmes qui sont aussi assez variées. Donc, en général, on regarde. Après, la question... Le problème des statistiques aussi, c'est que dans chaque catégorie que vous distinguez, pour lesquelles vous allez calculer des statistiques, il faut qu'il y ait suffisamment d'observations. Parce qu'on ne fait pas des statistiques sur quelques observations. Donc, il y a un arbitrage entre la plus grande finesse possible, effectivement, dans la catégorisation, et puis la possibilité quand même d'avoir sérieusement un résultat interprétable, parce qu'il concerne suffisamment d'individus. Du coup, pour avoir suffisamment de données, qu'est-ce qu'il faut? Il faut plus d'enquêtes de terrain, plus de données sur le terrain?
Alors, ça dépend de l'objet de la recherche. Il y a énormément d'enquêtes de l'INSEE qui portent sur un grand nombre d'individus qui sont extrêmement précieuses pour les chercheurs. Par contre, chaque enquête coûte très cher. Donc, en général, voilà, il y a des enquêtes un peu centrales comme l'enquête emploi auxquelles on rajoute ponctuellement un volet pour préciser des problématiques variées. Et puis, il y a des enquêtes sur le ressenti des individus. On peut interroger aussi les individus sur le ressenti. Et puis, il y a des techniques d'expérience contrôlée comme le testing aussi. Et elles sont toutes complémentaires. C'est-à-dire, elles ne sont pas concurrentes, elles sont complémentaires. Elles ont toutes des avantages et des inconvénients. Et c'est finalement en démultipliant les travaux sur tous ces types de données qu'on arrive à avoir une représentation un peu plus construite et un peu plus globale d'un phénomène. Vous avez mentionné le testing, c'est une spécialité. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu en quoi ça consiste, à quoi ça sert ? Alors, le testing permet de mettre en évidence des discriminations dans l'accès à un marché, en particulier, donc, ce qui est le plus connu, c'est le marché du travail et le marché du logement. Parce qu'on se trouve face à un phénomène illégal, la discrimination. Donc, on peut pas interroger les intervenants sur ces marchés en demandant, voilà, est-ce que vous pratiquez des discriminations ? Évidemment. Mais il est délicat aussi d'interroger les gens qui potentiellement les subissent. Alors, c'est très bien fait, notamment par une enquête conduite par l'INED, qui est l'enquête Théo, mais qui interroge sur le ressenti de discrimination. Donc le ressenti, c'est pas nécessairement une discrimination objective. Donc le testing, en fait, va reproduire une situation qui n'existe pas dans la réalité, où par exemple un recruteur est confronté à deux candidatures parfaitement similaires, à l'exception de la consonance d'un nom de famille ou du sexe du candidat. Et donc on va forcer le recruteur, qui ne sait évidemment pas, qui fait l'objet d'une expérience, à révéler ses préférences éventuellement discriminatoires. Et ça permet de faire apparaître, après, dans d'éventuelles enquêtes, dans d'éventuelles statistiques, des phénomènes qui sont invisibles, normalement. Alors, c'est invisible parce qu'il n'existe pas de statistiques officielles sur ces questions-là. On a beaucoup de statistiques, beaucoup de données sur la relation contractuelle du salarié et de son employeur. Donc, on connaît très bien les salaires en France, le nombre d'heures travaillées, les conditions de travail, de façon générale. En revanche, tout ce qui se passe en amont, notamment au moment de la sélection, ça reste relativement dans le huis clos du bureau du recruteur. Donc effectivement, ça permet d'avoir des informations sur ces choses qu'on n'observe pas sur le marché du travail pour les vrais candidats. Le testing, c'est un type de méthode, j'imagine qu'il y en a d'autres, des nouvelles armes en fait pour les futures études, pour les futurs chercheurs. Alors, c'est pas du tout une nouvelle méthode, puisque ça existe depuis les années 70 dans les pays anglo-saxons, que ça a été extrêmement utilisé par les chercheurs anglo-saxons pour mettre en évidence des discriminations diverses et variées dans le logement, dans le marché du travail, mais pas seulement, sur d'autres marchés aussi. En France, c'est plus récent. Ouais. Et c'est vrai que ça connaît un engouement assez important parce que, de toute évidence, il y a une demande sociale très forte et puis qu'il y a l'incapacité par les statistiques représentatives de fournir un diagnostic complet sur l'état des discriminations. Donc, c'est la raison pour laquelle, depuis une vingtaine d'années, effectivement, c'est une méthode qui se développe. Voilà. Et en plus, un autre avantage, c'est que ça parle beaucoup à la puissance publique, ce type de méthode. Donc, ça a beaucoup de succès aussi auprès de la puissance publique. Et donc, en témoignent les déclarations du président, par exemple, qui annonce qu'il va y avoir des testings de réalisés, etc. Et les entreprises voient bien de quoi il va s'agir. Et puis, comment on peut assez facilement interpréter le résultat de façon non ambiguë, parce que tout est parfaitement contrôlé. Et voilà. Donc, c'est une vieille méthode qui retrouve un regain d'intérêt pour la politique publique, en particulier depuis quelques années. Reste grande ouverte la question, pas des plus récentes non plus, de notre besoin permanent de valeurs d'apparence purement objectives, notamment dans la parole publique. Une interrogation qu'on se garde, pourquoi pas, pour un prochain épisode. Merci à Joanny Caillouette-Ramblière et Pascal Petit pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler, et à demain pour un nouvel épisode.